Merci Grégory pour cette introduction. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc on va passer une petite heure ensemble pour une présentation de la société SciCompte, mais surtout en fait des techniques de gestion qui sont utilisées au sein de notre société. Voilà, pour délivrer, on va dire, chaque année une performance régulière et stable dans le temps. Donc, dans le monde de la performance absolue, il y a beaucoup de stratégies, mais la spécialité de SciCompte, on dit qu'on est dans la catégorie dite événement d'entreprise. En termes d'anglicisme, on parle d'event-driven, mais en français, on parle d'événement d'entreprise. C'est-à-dire que les gérants, donc qui gèrent les fonds et l'épargne, vont mettre en place des techniques de gestion lorsqu'un titre qui est coté en bourse connaît un événement. Donc ça peut être par exemple une augmentation de capital, ça peut être aussi une opération de fusion-acquisition. Voilà. Donc il y aura après une très rapide introduction de la société, on va vraiment rentrer dans le sujet, détailler ce qu'est une opération de fusion-acquisition et comment on peut tirer, on va dire, profit d'une situation spécifique. Et on va également voir une autre stratégie, voilà, avec toujours des exemples assez, illustrés, voilà, exemples à l'appui, comme on dit. Et puis voilà, on aura 10 minutes si vous avez des questions à la fin pour approfondir autre. S'il y a un point qui vous semble pas clair ou autre, vous demandez de revenir sur un point. Voilà, c'est une présentation, mais aussi ça peut être un échange. Hein. Donc, alors, en rapide introduction, donc SciCompte Capital est une société qui a aujourd'hui 10 ans, qui a été lancée en fait en 2005 par des anciens du groupe Crédit Agricole, que sont Henri Janté et Olivier Lemarie. Ils étaient à l'époque, jusqu'en 2005, ils ont travaillé 15 ans ensemble sur toutes les activités, on dit de trading compte propre, hein, c'est-à-dire qu'ils géraient notamment les excédents de fonds propres de la banque d'investissement et ils les investissaient notamment sur des stratégies d'événements d'entreprise. Et donc ils sont à l'initiative donc de SciCompte Capital avec l'idée, voilà, d'avoir une longue expérience, plus de 15 ans sur les marchés, et de reproduire en fait ces techniques de gestion, mais dans le cadre d'une plus petite société, de type entrepreneurial, puisqu'à l'époque, ils ont commencé, ils étaient seulement 4, et ils ont commencé avec 20 millions d'euros d'encours sans gestion. Voilà. Alors donc le but effectivement c'est d'avoir une gestion prudente. Petite parenthèse, les 20 millions qui ont été on va dire utilisés dès le lancement de la société en fait venaient principalement des fondateurs et également de tout ce qui est famille et amis proches. Donc ils avaient un souci, même philosophiquement dans leur poste précédent, d'avoir ils géraient vraiment leur épargne, avec même la majeure partie ou la quasi-totalité de leur épargne financière, donc ils avaient un souci de préservation de capital et voilà de contrôle des risques qui était assez importante. Donc comme Grégory l'a effectivement évoqué, au cours de ces 10 dernières années, SciCompte Capital a reçu un certain nombre de prix, a été reconnu par la presse spécialisée. Et en quelques chiffres, donc aujourd'hui, SciCompte Capital est une société donc de 20 personnes. Tout le monde est basé à Paris. Parmi ces 20 personnes, vous avez vraiment 11 qui sont dédiés à la gestion, donc ce qui est beaucoup. Il y a en fait 4 fonds qui sont proposés aux clients investisseurs. Sachant que notre base de clients, c'est principalement des clients institutionnels, donc ça va être des compagnies d'assurance. On a aussi comme clients des fonds de pension en Allemagne, on a également des banques ou des fonds de fonds. En fait, ce qu'ils recherchent dans nos produits, c'est un moyen de se diversifier par rapport aux produits de taux. Ça vous aura pas échappé, depuis maintenant 3 ans, avec la politique, on va dire, très accommodante de la Banque Centrale Européenne, les taux sont vraiment au plus bas, que ce soit les taux à court terme et à long terme. Et via nos fonds, les fonds qu'on propose, c'est une bonne alternative dans le sens où on va avoir
peu de volatilité dans le prix de nos fonds, c'est-à-dire que le prix de nos fonds ne vont pas connaître de grosses variations de prix, et avec toujours l'objectif de réaliser une performance positive chaque année. C'est pas garanti, mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif de la gestion. Donc, en contrepartie, sur les 4 fonds qu'on a, vous en avez un, le plus prudent, il va viser aujourd'hui, dans un contexte de taux pratiquement zéro, du 3 à 4%, et le plus élevé, on sera autour de 10. Mais jamais, enfin, aujourd'hui, vu la technique de gestion et le souci qui est avant tout porté sur la maîtrise des risques, on ne fera pas du 15 ou 20%. Voilà, c'est simplement juste pour vous dire un peu comment est le positionnement de la société en termes d'offres de produits. Et donc aujourd'hui, la société gère 2,4 milliards d'euros à travers ces 4 fonds qu'on appelle format UCITS. C'est une sorte de norme européenne en fait qui impose, c'est pas, on va dire, c'est une sorte de cahier des charges qui est en fait reconnu en Europe avec un certain nombre de règles, notamment en termes de diversification et de liquidité. C'est-à-dire on peut pas avoir des positions très concentrées en portefeuille et on apporte une liquidité chaque semaine sur nos fonds. Alors, les événements d'entreprise, un des plus, des plus courants et les plus connus et dont la presse se fait l'écho, c'est tout ce qui est opération de fusion-acquisition. Donc c'est vraiment le cœur de métier de Cycon Capital. En fonction des fonds, ça peut représenter 80% des stratégies, enfin ça représente de 80 à 60% des stratégies. Donc c'est vraiment ce qui est le plus couramment utilisé au sein des fonds. Et vous avez d'ailleurs 6 personnes parmi les 11 gérants qui sont dédiées uniquement à cette stratégie. Alors quelle est l'idée en fait de l'arbitrage de fusion-acquisition? Donc un cas, vous avez donc une entreprise A qui souhaite faire une offre sur une entreprise B, donc A étant l'acquéreur et B étant l'entreprise cible, et elle fait une offre donc aux actionnaires de l'entreprise B 100 € par titre. Donc hop, on va essayer, vous voyez, là vous avez avant l'annonce ou avant l'offre, vous avez une action qui cote 80 €, et à partir du moment où voilà l'offre est connue, et que effectivement l'entreprise cible reconnaît ou accepte l'offre, voilà, vous avez tout de suite le prix de l'entreprise cible qui va converger vers le prix qui est offert par l'acquéreur, donc 100 €. En revanche, le prix, il va pas, enfin, au moment de l'annonce, il va pas converger tout de suite sur les 100 €. Il va plutôt être autour de 95, 97 €. Et la différence qu'il y a entre le prix offert et le prix coté, c'est ce qu'on appelle le spread d'arbitrage. Donc c'est un peu d'anglicisme, mais c'est simplement l'écart de prix qu'il y a entre le prix offert et le cours coté. Et donc, ici, ce spread d'arbitrage va en fait refléter l'incertitude quant à la réalisation de l'opération de fusion-acquisition. Parce qu'une opération de fusion-acquisition, il y a un certain nombre de conditions suspensives pour que cette opération arrive à son terme. Ça peut être tout d'abord les actionnaires qui sont d'accord, qui votent en faveur de la fusion. Ça peut être aussi tout ce qui est accord antitrust. Vous avez certaines autorités aux États-Unis, en Europe, qui sont vigilantes et qui souhaitent toujours, on va dire, protéger le consommateur et veulent éviter les situations monopolistiques. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Les accords antitrust ou encore le financement. Donc plus on va dire, ce spread sera élevé, plus on va dire l'opération est risquée, elle représente de l'incertitude, et plus le spread sera serré, plus le marché considère que l'opération est quasiment faite. Donc voilà. Donc ce qui se passe, entre le moment où une opération est offerte et le moment où elle est clôturée, se déroule un certain nombre de mois. Généralement, on va dire en moyenne, c'est compris entre 4 et 6 mois. Et lorsque c'est complexe ou des grosses opérations, ça peut reprendre jusqu'à 1 an. Mais en tout cas,
au fur et à mesure en fait que les conditions suspensives sont levées, vous allez avoir le spread d'arbitrage qui va se serrer et donc le prix de l'entreprise cible qui va converger vers le prix qui est offert. Donc ça c'est l'opération qui se passe bien. Et nous, Cyquant, donc on intervient uniquement à ce moment-là. Hein. C'est uniquement lorsque on considère que les deux entreprises se sont mises d'accord et qu'elles se sont engagées en termes sur un certain nombre de conditions pour se rapprocher. On le fait pas ici. Hein. Là, il y a beaucoup trop d'incertitudes et puis c'est des paris. C'est pas du tout notre cœur de métier. Nous, on va vraiment être sur cette zone où il y a beaucoup moins de volatilité et où en fait le cours de l'entreprise cible, elle n'est plus liée aux aléas de marché, mais son cours va uniquement suivre en fait les avancées du dossier. C'est vraiment des risques spécifiques, donc antitrust, financement ou des actionnaires. Pardon, qui m'a posé la question? Eh ben, on y arrive. Alors, deuxième cas de figure, effectivement, c'est une opération qui échoue. Donc, voilà, même exemple, on passe de 80 à 100 le jour de l'annonce. Où il y a un certain nombre d'informations sur le dossier qui arrivent dans le marché, qui sont publiques. Et puis effectivement, s'il y a un point sur lequel un point bloquant, bon, typiquement antitrust, vous allez avoir, je sais pas, la Commission européenne qui dit non, nous sommes désolés, mais cette fusion n'est pas dans l'intérêt des consommateurs, donc on n'accepte pas cette fusion. Donc voilà, cette condition n'est pas réalisée, et généralement, ce qui se passe, c'est que l'entreprise cible, elle va revenir vers ses cours, le cours de 80 €, qui était, toute chose égale par ailleurs, qui était le cours avant l'annonce. Bon, effectivement, si par exemple le marché pendant ce temps-là a monté, on perdra pas la prime, mais on perdra un petit peu moins, mais si le marché a encore plus baissé, on perdra encore plus que la prime. Donc ça, c'est des éléments en compte. Donc effectivement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une asymétrie en termes de profil gain et perte, c'est-à-dire que vous avez un gain qui est connu, donc qui est le spread d'arbitrage, avec une forte probabilité de réalisation, puisque généralement en Europe et aux États-Unis, c'est la zone géographique dans laquelle Cyquant intervient. On va dire, la probabilité de succès est autour de 85%. Mais en revanche, il y a 15% où, en fait, on peut être confronté à un échec. Et là, effectivement, si on est rentré, vous voyez, si on est rentré là autour de 95 et qu'on visait 5 € de rendement, et qu'au final, on en perd 20, ça peut être assez douloureux. Donc, en fait, tout l'art, entre guillemets, c'est d'éviter ce type de situation. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment d'éviter ces situations. Alors après, juste une précision. Généralement, pour que le cours comme ça baisse brutalement, il y a toujours une zone où vous allez avoir un flux d'informations plutôt négatif. Voilà, donc c'est excessivement rare. Que de jour au lendemain, boum, il y a une nouvelle qui dise merci, au revoir, c'est terminé. Il y a toujours au préalable quand même des informations qui sont négatives. Vous avez des outils pour vous couvrir sur ce risque ? Non. Il n'y a pas d'outil parce que la position qui est prise, c'est effectivement on achète uniquement le titre de l'entreprise cible. Étant donné qu'elle elle suit vraiment son parcours en fonction de l'évolution, des conditions de réalisation, elle est plus du tout liée au marché. Donc, prendre une position de couverture sur un indice, ça n'aurait pas, il n'y a pas de corrélation. Vraiment, une action cible dans cette zone-là, vous avez, on va prendre, par exemple, Morel et Prom, c'est une fusion en cours. Vous avez Morel et Prom, elle s'est complètement détachée des valeurs dans les SBF 120, des indices, des grands indices. Elle suit son cours et le cours va converger vers le prix qui est offert par l'acquéreur. Donc non, il n'y a pas de couverture. Mais effectivement, donc il faut gérer ce risque. Ce risque, il peut arriver, et il y a plusieurs manières de le gérer. Bon, sachant que la courbe d'expérience sur ce métier elle est assez importante. Déjà, la société de gestion, elle
elle a 10 ans, et le gérant principal, ça fait 30 ans qu'il travaille sur ces situations. Donc, en termes d'expertise, voilà, il connaît bien, il a été confronté à plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, on va revenir sur la manière dont nous on gère ces situations. Quand est-ce qu'on investit, pourquoi et comment, et faire en sorte d'éviter le cas pénalisant d'un échec d'une opération de fusion-acquisition. Mais juste au préalable, je voulais revenir un petit peu sur le contexte d'investissement aujourd'hui. Alors, j'ai présenté le marché américain parce que c'est le marché le plus dynamique. Chez les Américains, acheter une entreprise, la revendre, c'est vraiment dans leur culture, c'est très dynamique. En termes de volume par rapport en Europe, c'est quatre fois plus important. Donc il y a beaucoup de données et les données sont beaucoup plus faibles. Donc j'ai regardé surtout sur les États-Unis. Alors juste pour vous dire que donc ça, le graphique d'en bas, c'est un graphique d'activité. C'est en fait en montant, donc en dollars, le montant d'opérations de fusion-acquisition qui ont été annoncées chaque trimestre. Et vous voyez que sur la période 2006 à 2008, on a eu beaucoup d'opérations qui ont été annoncées. On a eu une période plus ou moins creuse après la crise de Lehman. Et aux États-Unis, ça a repris un petit peu, les opérations de fusion-acquisition ont repris en 2014. Et l'année dernière a été une année record. Donc voilà que près de 1600 000 milliards de dollars annoncés chaque trimestre, ce qui est important. Avec aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que que les entreprises cherchent à fusionner? Il y a plusieurs raisons. Alors la principale, c'est que le contexte économique on a plutôt une croissance qui est atone, donc dans une moindre mesure aux États-Unis, mais on n'est pas sur de fortes croissances. Donc pour les actionnaires, augmenter les bénéfices par action, le but c'est soit acquérir de la part d'un marché en achetant un concurrent pour avoir une autre zone géographique ou acheter un savoir-faire, et également faire des synergies. Donc ça c'est vraiment l'élément moteur. Aussi, ce qui va pousser les entreprises à faire des opérations de fusion-acquisition, c'est un peu la conséquence de la croissance atome, c'est toujours les politiques accommodantes des banques centrales, c'est que vous avez un financement qui est bon marché, donc acheter une entreprise avec de la dette et des taux d'intérêt qui sont très très bas, c'est toujours avantageux. Et troisième point, vous avez dans les bilans des entreprises qui ont plutôt de la liquidité, et elles n'ont pas forcément de la visibilité en termes d'investissement, donc elles se disent, peut-être que acheter une entreprise, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et alors, le graphique de dessus, donc c'est un indice un indice sur l'arbitrage de fusion-acquisition. C'est un indice dit quantitatif, c'est-à-dire qu'il va suivre une règle mathématique. Cet indice, il va investir lorsqu'une opération de fusion-acquisition est annoncée dans le marché, donc investir de manière systématique, et il va être aussi pondéré en fonction de la taille de l'opération. Ce qu'on peut dire, c'est que de 2006 à 2007, au moment où il y a eu beaucoup d'opérations, on a eu cet indice qui a bien performé. Donc les spreads d'arbitrage se sont réalisés. On peut dire qu'il y a eu certainement peu d'échecs. En revanche, sur l'année plus récente, 2015-2007, vous voyez, vous avez eu quand même des accidents. Donc il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont échoué, et donc ça pour vous dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'activités M&A de fusion-acquisition, que c'est forcément un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des situations compliquées au cas par cas. Alors, juste pour revenir sur l'approche de Cycon Capital. Donc, le but, on l'a évoqué, c'est d'éviter lorsqu'une opération qui casse. Bon, ça nous arrive. Les gérants, en moyenne, rencontrent on va dire 1 à 2 opérations qui cassent. Mais ce qu'on va faire, ce que font les gérants, c'est ils vont en fait avoir une gestion prudente, et elle va passer par plusieurs manières. Donc on l'a dit, on fait déjà uniquement des opérations qui sont annoncées, et puis en Europe et en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'on cadre déjà dans un environnement juridique qui offre une certaine lisibilité. Par exemple, si on va sur d'autres marchés, des marchés
émergents, le processus de fusion-acquisition, il est beaucoup moins lisible. Ils ont une grammaire qui est différente en termes de réalisation d'opérations. Donc nous, on préfère uniquement se concentrer sur des marchés matures, notamment aussi qui offrent de la liquidité. Ensuite, vraiment, pour entrer dans la technique de gestion, ce que font les gérants, c'est qu'ils vont avoir un portefeuille très très diversifié. Aujourd'hui, donc, c'est le principe de la diversification, c'est-à-dire que plus vous augmentez, on va dire, les positions en portefeuille, plus vous allez vous diluer le risque spécifique, mais en contrepartie, aussi, vous allez un peu diluer le rendement. Donc, en tout cas, le choix des gérants, c'est du fait du profil asymétrique de l'arbitrage de fusion-acquisition, il est intéressant de diversifier et de pas se concentrer sur trop d'opérations. Voilà. Ensuite, deuxième chose qui est très importante, c'est dans la construction des positions, c'est qu'elle va se faire de manière progressive. On va rentrer dans un exemple concret rapidement, mais l'idée est que au moment un jour ou 2 jours après l'annonce, les gérants vont montrer une toute petite position en portefeuille, mais ensuite, au fur et à mesure, en fait, que le temps avance, que on va dire certains risques sont levés, que la visibilité est de plus en plus claire sur la réalisation de l'opération, les gérants vont augmenter la pondération. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que si vous avez une forte pondération ici, c'est toujours en début d'opération, vous pouvez avoir des informations, enfin, de la volatilité, donc des prix qui peuvent varier, et du risque. Et si vous êtes plutôt dans cette zone-là, il y a forte chance que l'opération se réalise. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques de la société. A contrario, vous avez des fonds qui font, surtout des fonds anglo-saxons et des fonds américains qui font cette technique de gestion, qui est très ancienne, ça a plus de 30 ans, donc cette approche. Eux, ils vont viser plutôt du 10% annualisé, même au-dessus. Et donc, en l'occurrence, ils vont aller sur des opérations qui vont présenter plus de risques, donc avec un spread d'arbitrage qui est plus attractif, et ils vont aussi se concentrer sur peut-être 10 lignes. Donc, ils sont moins diversifiés. C'était juste pour vous souligner la petite distinction, ce qui fait l'approche, on va dire, prudente de Cyquant, et ce qu'on peut trouver, notamment chez les anglo-saxons, mais voilà, c'est affiché, et les gens qui investissent dans les fonds anglo-saxons savent quel risque ils prennent. Et évidemment, le rendement après n'est pas le même non plus. Alors, un exemple concret et très récent. Donc, on est dans le secteur de la bière, avec AB InBev et Sam Miller. Donc c'est une opération, ça a été la plus grosse opération l'année dernière, en septembre 2015, et qui s'est en fait clôturée à la rentrée. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est une opération qui a été très 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 longue. Où vous voyez, elle s'est réalisée. Donc c'est un exemple plutôt, on va dire, qui se réalise 9 fois sur 10. Alors, comment vont gérer en fait le risque les gérants chez Cyquant? Donc, sur le graphique, ce qui est parlant, voilà, c'est cette grande courbe-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, auparavant, vous voyez que le marché a été assez chahuté. C'était en août 2015. Il y avait beaucoup d'incertitudes, notamment sur la croissance de la Chine. Donc, voilà, l'action cible, c'est Sam Miller, était fortement corrélée au marché. Et voilà, étant donné que c'est une entreprise à dimension internationale. Ils ont près de, j'ai noté, ils sont présents dans 80 pays avec 200 marques donc de bière. Donc c'est vraiment, voilà, ils sont très très corrélés à la croissance mondiale. C'est un titre qui suivait les aléas de marché. Alors ce qui se passe, c'est le 16 septembre, vous avez l'acquéreur AB InBev qui confirme au marché ses intentions d'achat. Voilà, c'est simplement une annonce. Il n'y a rien de définitif. Donc là, tout de suite, le marché boom. Il se dit, bon, voilà, il va y avoir une forte chance que ça aboutisse, ou tout du moins que les parties se mettent d'accord. Donc vous avez le jour de l'annonce, ou de la confirmation de la rumeur, voilà, 17% d'un coup. Mais là, c'est uniquement l'acquéreur qui a parlé. Il y a eu
enfin, la cible, Stan Miller, n'a pas pris parole ou quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, nous, on n'intervient pas. Parce qu'il y a trop d'incertitudes. Je veux dire, les deux parties ne se sont pas engagées. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de prix ferme et autres, donc on ne le fait pas. Pour quelle raison? C'est que si par une raison pour une autre, vous avez par exemple de nouveau des inquiétudes sur la Chine, comme on avait connu au mois d'août, et que le marché déballe repère 15 ou 20%, eh ben, enfin, l'acquéreur, AB InBev, va dire, bah non, écoutez, nous, finalement, on n'est plus intéressé de racheter Stan Miller, et d'un coup, boum, vous avez leur titre qui va rebaisser. Et donc ça apporte de la volatilité dans le portefeuille, et ça, on le fait pas. Donc nous, on va uniquement intervenir à cette date, c'est-à-dire le 13 octobre, où il y a vraiment un accord, où les deux parties se sont mis d'accord sur un prix, en l'occurrence, 44 pounds par action. Donc à ce moment-là, donc c'était ici, vous avez un spread d'arbitrage qui est de 14,6. Donc ça veut dire que si vous investissez ici et que l'opération se réalise, vous réalisez du 14,6%. Ce qui fait à peu près, c'est de l'annualisé aussi, parce que vous voyez, l'opération s'est terminée un an plus tard. Alors à ce moment-là, il y a une toute petite pondération qui est utilisée. Vous voyez, on investit 0,08%. Alors, pour plusieurs raisons, on met un doigt dedans, ça permet au gérant de suivre le dossier. Ensuite, et puis généralement aussi au début, le marché est assez euphorique et après ça peut baisser, donc on va peut-être attendre un petit peu pour renforcer un peu plus tard la position. Mais là, il y a vraiment un travail, on va dire, discrétionnaire qui est réalisé, c'est-à-dire que les gérants vont consulter en fait des recherches spécifiques sur ces opérations, téléphoner au département relations investisseurs à la fois de l'acquéreur et puis de l'entreprise cible, voilà pour aiguiser leur connaissance du dossier, bien identifier les risques et autres. Donc c'est une opération qui est très très longue, puisque voilà, généralement pour que ces opérations arrivent au bout, on demande souvent à ce qu'ils vendent un certain nombre de portefeuilles un certain nombre de produits de leur portefeuille, pardon. Donc ça peut prendre 6 mois, 1 an. Alors ensuite, vous avez voilà plusieurs mois qui s'écoulent. Vous avez des présentations donc de dossiers auprès des antitrusts aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud et en Chine, donc qui sont en fait les principaux marchés en jeu, parce que Stan Miller c'est une entreprise sud-africaine, et notamment donc les deux principaux risques qui avaient été identifiés à l'époque, ça a été au niveau de l'accord antitrust en Afrique du Sud, parce qu'il y avait surtout des questions des enjeux d'emploi en Afrique du Sud, et également aux États-Unis. Mais là, c'était plutôt pour des positions qui pouvaient être trop dominantes. Donc on revient par exemple au 20 juillet, donc on est à peu près... Attendez, oui, 20 juillet. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avant? On va revenir peut-être au mois de juin, au Brexit, parce que Stan Miller est une entreprise sud-africaine, mais qui est cotée à Londres, donc en GBP. Et avant le Brexit, bon, il y avait un certain nombre de scénarios déjà, c'est savoir est-ce que le Brexit allait se réaliser ou pas, mais quelle aurait été la conséquence en fait d'un Brexit sur cette opération. Alors là, les gérants avaient avaient en tête que, étant donné que c'est une entreprise qui est implantée à l'international, donc elle produit des revenus dans d'autres devises, en dollars, en euros et autres, et qu'en cas de Brexit, vous avez la pound qui baisse, le fait de rapatrier ces devises étrangères vis-à-vis du pound, ça permettrait en fait d'engranger une plus-value. Donc la perte qu'on a eue au moment de l'annonce sur le Brexit sur la devise a été complètement compensée par la hausse de toutes les entreprises qui avaient des implantations internationales. Les entreprises qui ont été surtout pénalisées le jour de l'annonce du Brexit, c'était des entreprises anglaises qui étaient surtout très implantées en Angleterre. Mais ce n'était pas le cas des entreprises qui étaient implantées de manière à l'international. Voilà. Donc ça n'a pas eu un gros impact. Ensuite, on revient sur l'accord antitrust le 20 juillet. Vous voyez, donc vous voyez hein, le prix converge petit à petit, hein, c'est-à-dire vers le prix offert de 44.
Voilà, mais en revanche, vous voyez que là, il y a quand même une zone de turbulence pour pour une seule et unique raison, c'est que, en fait, l'offre, effectivement, on a offert 44 pounds aux actionnaires, mais vous avez deux actionnaires qui avaient 40% de Sam Miller, sur lesquels on a offert une offre à la fois en titre de l'acquéreur AB InBev et également une soulte en cash. Et après Brexit, étant donné que AB InBev est libellé en euros, cette offre-là, qui était uniquement réservée à ces deux actionnaires, parce qu'ils ne voulaient pas être payés uniquement en cash, mais en titre et en cash, parce que ça n'avait pas d'incidence fiscale pour eux, eh ben, certains actionnaires de Sam Miller ont jugé que l'offre qui était payée uniquement en cash à 44 pounds était désavantageuse par rapport à ces deux actionnaires qui détenaient 40% du capital. Donc en fait, vous avez eu un certain nombre d'actionnaires qui ont pris la parole, qui ont manifesté leur mécontentement, et donc voilà, vous avez une entreprise qui est sur le point d'être achetée, mais vous avez certains actionnaires de l'entreprise cible qui disent ah bah non, finalement ça se trouve 44 pounds, nous ça nous intéresse pas, c'est pas une offre qui est équilibrée. Vous avez d'autres actionnaires qui sont privilégiés. Et suite à ces publications dans la presse, vous avez Sam Miller qui a dit bah, très bien, on va écouter ce que nous dit les actionnaires de Sam Miller. Et entre-temps, donc tout juste après l'article de presse qui est sorti en fait le 25, le 26 juillet, vous avez l'acquéreur AB InBev qui de manière unilatérale, sans consulter l'entreprise cible, donc Sam Miller, qui a dit nous, on va améliorer l'offre à 45 pounds. Alors là, il y a eu plutôt un mouvement de panique, parce que le fait que l'acquéreur fasse ça, on va dire, sans concerter l'entreprise cible, fait qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes, d'autant plus que Sam Miller allait convoquer, en fait, on va dire, une convocation d'actionnaires pour prendre un petit peu le pouls et puis éventuellement prendre les mesures. Donc là-dessus, l'incertitude a vraiment monté. Et vous voyez que le spread qui était après les accords antitrust de 1%, donc soit 6% annualisé, il est passé à 4,4. Donc on est passé vraiment dans une période de fort stress. Et au final, non, vous avez en fait les actionnaires ou l'équipe dirigeante de Sam Miller qui a recommandé l'achat à 45 pounds. Voilà. C'était pour vous illustrer en fait que c'est pas une stratégie qui est un long fleuve tranquille. Ça demande un suivi continu et permanent et une gestion dynamique du risque. Donc vous voyez aussi donc l'approche, c'est-à-dire qu'on commence tout petit et en fonction au fur et à mesure que le deal devient certain, la position devient en portefeuille de plus en plus importante. Voilà. Alors, dernier sujet, là on n'est pas un autre événement d'entreprise, c'est un cas d'augmentation de capital, un exemple français avec Soitec. Alors c'était le cas d'une opération d'augmentation de capital qui a eu lieu au mois de juin dernier. Donc juste pour Soitec, donc ils sont spécialisés dans tout ce qui est semi-conducteur, avec deux activités, une électronique et une dans le solaire, avec des déboires dans le solaire et une nouvelle histoire en fait qui a voulu être réécrite, on va dire début 2015, avec une nouvelle équipe dirigeante, et se dessaisir en fait de l'activité solaire pour se recentrer vers leur savoir-faire, qui est tout ce qui est électronique. Alors, en revanche, ils ont eu un lourd héritage, puisque cette entreprise génère de profit, et avec un bilan plutôt stressé et une forte dette. Et donc, ils ont sollicité des actionnaires, dans un premier temps, faire un placement privé, avec notamment la BPI qui est rentrée au capital et la CLC. Mais dans un deuxième temps, ils ont fait une augmentation de capital au marché, voilà, pour assainir le bilan et réduire la dette. Et donc nous, voilà, on a considéré que c'était une nouvelle histoire et on était rentré dans cette situation spécifique pour jouer en fait un rebond du titre.
Ça a été une augmentation de capital assez massive, puisque c'était 130 millions d'euros, aujourd'hui sur une capitalisation de 600 000. Donc c'est quelque chose qu'on a fait après avoir rencontré l'équipe dirigeante qui nous a présenté le projet, voilà. Et dans ce cas-là, on a une couverture marché, parce qu'on veut pas, on veut uniquement jouer le fait que Soitec surperforme le marché, donc on est en position de couverture. Alors pour vous donner un aperçu, c'est vous présenter en fait les performances qui sont réalisées sur un de nos fonds, qui est le fonds Helium Opportunité. C'est le profil le plus défensif, donc voilà, qui a plutôt un historique qui est assez long. Donc vous voyez, c'est quand même des performances qui chaque année, en moyenne, on réalise sur ce fonds du 3,62% chaque année, donc c'est une moyenne, mais vous voyez qu'il n'y a pas de, on va dire, on n'est pas sur on est rarement sur du -5, même on ne l'a jamais connu, mais on n'est pas non plus sur du +15 par an. C'est simplement le fait qu'on ait investi sur des stratégies qui offrent un certain profil risque-rendement et qu'on veut en fait générer réaliser des gains de manière régulière et ne pas être surtout corrélé au marché. C'est fini, donc voilà. Non. Merci. Donc, si vous avez des questions, dites-moi, n'hésitez pas. Ah, pardon. Finalement, vous achetez quand il y a plus de risques, c'est ça? J'ai pas entendu. Les deux autres fonds, c'est le même principe, mais vous achetez avec plus de risques, c'est pour ça que vous... Oui. Alors, par exemple, c'est une histoire d'exposition. Alors là, ce sont des pondérations sur le fonds qui est présenté en annexe. C'est le fonds le plus risqué. Donc sur un deuxième fonds, on sera par exemple ici x2, donc à 16, et un autre on sera x4, donc à 32. Ouais, donc c'est une histoire effectivement d'exposition qui explique le profil, on va dire, plus risqué, mais aussi en contrepartie des rendements plus importants. Voilà. Les mêmes opérations, vous investissez à différents moments. Oui, c'est les mêmes opérations. Voilà, c'est l'exposition qui est plus importante, qui explique le profil plus dynamique et l'espérance de rendement qui est plus importante, tout à fait. Mais sinon, sur les fonds, c'est vraiment c'est la même philosophie. Vous avez dit que vos clients étaient des institutionnels, Mhm. donc le particulier, s'il veut acheter des parts de fonds, il passe par sa banque, Oui. un conseiller en gestion de patrimoine, Oui, exactement. Non, c'est ça. Alors, on répond, enfin, donc c'est des fonds qui sont ouverts aux investisseurs, aux souscripteurs particuliers, et notamment on a des parts où le minimum d'investissement est 5 000 euros. Voilà. Le minimum d'investissement initial est 5 000 euros. Frais d'entrée, frais de gestion. Alors, frais d'entrée, il n'y en a pas. Et les frais de gestion, par exemple, sur cette part-là, ils sont de 1,75% par an. Voilà. Et donc là, les performances qui sont indiquées, ce sont des performances nettes de frais. Ouais. Les frais d'entrée, il n'y en a pas. Ce sont les frais d'entrée sur le fonds, ce sont les frais d'entrée du contrat. Alors, moi, je parle uniquement du fonds, tout à fait. C'est que la société de gestion, elle n'applique pas de droit d'entrée pour la souscription, tout à fait. Ouais. Je pose une petite question annexe. Oui. Est-ce que de votre point de vue, c'est possible de gagner de l'argent avec la stratégie d'achat-conservation d'achat des titres de grande capitalisation internationale, les conserver, toucher le dividende, tout ça sur le long terme, buy and hold? Alors, en fait, le concept à l'opposé, mais... déjà, l'horizon enfin, nous, vous voyez, on détient les opérations de quelques mois. Après, oui, effectivement, vous pouvez acheter des actions et les détenir longtemps. Après, dans l'objectif de toucher des dividendes, mais vous êtes confronté à des fortes variations, à des aléas, et pourquoi pas, si vous avez besoin de vos liquidités, de sortir au mauvais moment avec une moins-value. Mais c'est une autre approche. Mais enfin, vous avez beaucoup de fonds, effectivement, qui
ce qu'on appelle les fonds actions classiques qui offrent cette technique de gestion qui est très 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 répandue. Vous allez avoir aussi des horizons d'investissement qui seront plus longs. Ça sera 3 à 5 ans. Nous, voilà, ça va entre, on va dire, dans les prospectus, c'est indiqué 3 ans, mais bon, vu le profil, voilà, au bout de 2 ans, logiquement, vous retrouvez quand même au moins votre mise de départ. Mais en tout cas, c'est vrai que le contexte de taux bas et le fait qu'il y ait une forte activité M&A permet aux gérants d'avoir une bonne diversification, d'avoir du choix en matière d'investissement et des spreads d'arbitrage qui sont intéressants, et c'est plutôt un contexte qui est porteur pour la stratégie. Alors on a eu quand même des périodes de stress, hein, parce que c'est vrai que je vous ai dit que c'était si on parle du merger arbitrage, je vous ai dit que l'entreprise cible elle est plus du tout liée aux aléas, sauf en cas vraiment de gros stress. Par exemple, en août 2011, c'était un peu plus fort de la crise européenne, il y a vraiment une aversion qui est généralisée sur le marché et puis sur toutes les classes d'actifs. Et vous avez des fonds comme nous qui peuvent être confrontés à des rachats, et donc vous avez des gérants qui débouclent leur position et ça écarte le spread d'arbitrage. Donc, mais on va dire dans un régime standard de marché, ça offre une décorrélation. Et en termes de plus forte baisse sur ce fonds, c'est le plus prudent. La plus forte baisse enregistrée, elle était de moins 1,21 en continu. Les positions que vous prenez d'un point de vue économique, c'est tout est confondu, vous êtes spécialisé sur des marchés bien spécifiques. Alors, oui. Alors, Par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire sur un oui. D'accord. secteur d'activité. D'accord. Alors, on investit donc en termes de zone géographique, donc Europe, euro et hors zone euro, États-Unis et Canada. Ensuite, on n'a pas de religion en termes de secteur, on regarde tous les secteurs. Après, on est vigilant à avoir trop de concentration sectorielle. Par exemple, lorsque le baril de pétrole est passé de plus de $100 à $30, on avait des opérations qui étaient liées aux matières premières. Donc là, il y a du stress, c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on est vigilant. Maintenant, vous avez tous les secteurs qui sont représentés. Après, on fait attention à certains secteurs, type armement ou médias, qui peuvent être où vous pouvez avoir une influence politique, voilà, qui va mettre de l'incertitude. Donc ça, on va éviter. Mais sinon, des secteurs qu'on retrouve de manière régulière, c'est quand même le secteur des pharma. Vous avez de grosses... Oui, les pharma, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition en pharma, aussi dans les technologies en ce moment. Voilà, c'est un peu... En ce moment, il y en a beaucoup dans tout ce qui est chimie. Vous avez Syngenta qui est racheté par ChemChina, vous avez Monsanto qui est racheté par Bayer. Voilà, il y a des périodes où vous avez des secteurs qui se concentrent. Par exemple, en ce moment, il y a peut-être aussi une concentration sur le secteur bancaire en Italie. Voilà, mais sinon, nous, les gérants n'ont pas de spécialisation sectorielle, même s'il y a peut-être certaines spécificités, par exemple, sur tout ce qui peut être lié à l'énergie et autres. Mais sinon, non, ils regardent tous et ils aiment bien revoir ce qui se passe dans tous les secteurs pour avoir une bonne gymnastique d'esprit et pas être purement spécialiste d'un secteur. Et quand ça se passe mal, là, par exemple, août 2011, moins 1%, quels sont vos leviers d'action pour réagir? Alors, la politique, chez nous, les gérants préfèrent couper la position et éventuellement se priver d'une opportunité de rebond. Ils vont plutôt prendre leurs pertes plutôt qu'essayer de moyenner à la baisse et renforcer la position si le spread s'écarte. C'est plutôt la politique, c'est de vraiment réduire la voilure lorsqu'il y a du stress. Et ça, c'est géré de manière discrétionnaire. Mais en tout cas, pour la gestion du risque, donc, on va revenir sur ces deux cas de figure. On va dire ce qui est déterminant, c'est le fait
d'avoir plutôt des petites pondérations ici et des fortes pondérations là, quand le deal devient le plus certain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que... Et le choix de la pondération, c'est ce qui fait que vous avez ou pas du risque. Enfin, beaucoup moins de risque. Vous n'avez pas de risque d'être pris à contre-pied par la parité des monnaies. Par exemple, quand il y a c'est des opérations qui s'effectuent sur 6 mois, 8 mois. Quand on voit la livre sterling, par exemple, qui a perdu 20 ou 30% sur une opération. Alors, lorsqu'on a une opération qui implique deux entreprises et des devises différentes, on couvre toujours la position via des contrats pour se couvrir sur le risque de change. Donc, on n'est pas exposé vraiment au risque de change. Après, on peut être exposé à des effets de second degré, type Brexit et autres, mais sinon, lorsque le dollar varie dans un sens ou dans l'autre, on est toujours couvert, on se couvre via des contrats à terme. Donc c'est pas, on va dire... Peut-être s'il y avait un gros mouvement sur une devise et que ça pourrait modifier le business d'une entreprise, peut-être que ça pourrait être un élément pris en compte, mais aujourd'hui, même les entreprises, elles gèrent de manière activement le risque de change. Donc, en tout cas, au niveau des fonds, on couvre systématiquement. C'est finalisé, Bayer-Monsanto, pas encore Bayer-Monsanto, non. Non, en fait, il y a beaucoup de... Ce qui se passe, c'est qu'il y a 6 acteurs qui veulent se concentrent pour qu'il y ait au final plus de 3 acteurs. Donc là, vraiment, ça coince au niveau des accords antitrust. Et vous avez par exemple l'opération Syngenta Shikshana qui a été reportée par la Commission européenne. Donc non, ça prend plutôt du temps. Alors, c'est effectivement des stratégies qui sont utilisées, étant donné qu'elles ne sont pas utilisées, enfin, c'est pas une gestion dite classique. Vous avez effectivement on va dire des hedge funds qui utilisent ce type de stratégie, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Nous, on le fait sous un format UCITS avec certaines règles de diversification qui fait que, voilà, on a un certain nombre de positions à avoir en portefeuille, qu'on a des limites en termes d'exposition et puis des contraintes en termes de liquidité. Alors, on achète les titres, on peut également les emprunter, oui. Donc, on peut avoir, on va dire, une exposition, un investissement qui peut dépasser le montant qui nous est confié par l'épargnant. Tout à fait. Ouais. Oui. Oui, dites-moi. L'offre d'action, elle est toujours limitée en nombre, ou est-ce que, par exemple, plus le spread d'arbitrage se réduit, plus le nombre d'actions peut-être sur le marché se réduit aussi ou... Alors alors, effectivement, là, au moment de l'offre, généralement, ceux qui portaient l'action B, ce sont des gérants, on va dire les gérants long action, long terme, qui détiennent leur action. Et ils se trouvent dans une situation où ils ont une espérance de rendement qui est limitée, voilà, qui peut être de 3 à 4 euros. L'action sera plus liée aux aléas du secteur ou du marché. Donc ils vont plutôt se dessaisir de ce titre pour l'investir sur une valeur similaire ou autre. Donc là, vous allez avoir effectivement beaucoup de liquidité. Le titre va offrir beaucoup de liquidité. C'est aussi dans cette période-là donc, où il y a de la certitude et donc de la volatilité. Mais oui, au fur et à mesure qu'on s'approche, la liquidité sur le titre va diminuer. Alors vous allez avoir une phase où on est vraiment en toute fin de vie, où les fonds qui visent au-dessus de 10%, ça ne va pas trop les intéresser de grappiller quelques pourcents. Donc il peut y avoir un retour de liquidité. Et nous, on aime vraiment bien cette période-là pour acheter du titre. Mais effectivement, oui, c'est la liquidité à l'achat, elle diminue tout à fait.